Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu en plateau, on est très heureux de le recevoir. Le boss de FO est avec nous, Elanziz, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Elanziz. On a reçu ce communiqué hier ou avant-hier, je ne sais plus, le droit de vous conseiller aux agents de la préfecture et notamment du bureau des étrangers de se mettre en droit de retrait. Après, chacun a le choix de le faire ou pas. Pourquoi proposer ce droit de retrait? En quoi c'est dangereux? Bah écoutez, c'est la prévention, hein, c'est préventif. Donc nous, on est des syndicalistes, on est là pour protéger les salariés, les conseillers, les défendre aussi. Bien sûr. Donc pour moi, c'est naturel. Hein, c'est une action naturelle qu'on a fait, c'est une décision naturelle. Mais vous pensez qu'il peut y avoir danger pour les salariés? Et pourquoi? Ben, écoutez, quand on a des gens qui ont fait un sitting pendant 2 ou 3 mois et qui ne sont pas écoutés par de l'autre côté, par l'autre partie, par l'État, et qu'ils ne trouvent pas gain de cause, que de temps en temps s'installe un sentiment d'abandon et aussi le désespoir aussi s'installe. Et vous savez très bien qu'il ne faut pas faire confiance à des gens qui luttent pendant très longtemps et qui ont quand même cette forme de sentiment qui va vers des fois... le désespoir peut amener à des gestes violents? Pas seulement le désespoir, la colère aussi. Colère parce qu'on n'est pas entendu. Hein. Donc, je ne peux pas, moi, dire que je fais confiance totale à la sérénité, à la responsabilité. Non. Puisque j'en ai appelé à la responsabilité à l'État. Est-ce que l'État m'a écouté? Non. Et donc, vous croyez que la population va m'écouter quand j'appelle à la raison? Non, ils vont pas m'écouter. Et dans ce conflit-là, au milieu, on a des salariés qui n'ont rien demandé, eux, qu'à travailler. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas exposer ces salariés-là à ce conflit que je ne vois pas d'issue pour le moment. Donc j'ai fait de la prévention, je suis en train de conseiller ces salariés-là, ces agents publics-là, de ne pas s'exposer parce que... C'est-à-dire de ne pas aller travailler? Bien entendu, quand on va travailler et que ça devient très difficile, ça devient un parcours de combattant, qu'on est bousculé, on est insulté à longueur de journée. C'est le cas? C'est le cas, hein, voilà. Et qu'on est insulté à longueur de journée, comme quoi on est des collabos, on n'est pas en train de défendre les intérêts de Mayotte, que quelque part on est des égoïstes et tout ça. Non, on n'est pas dans ce contexte-là de travail que nous avions pensé depuis longtemps, c'est-à-dire à des conditions de travail meilleures. On n'est pas dans ces conditions de travail-là, donc c'est ce qui nous a poussé, nous, aujourd'hui, à dire que, puisque les conditions de travail adéquates ne sont pas remplies, donc nous voyons dans l'obligation de dire aux salariés de ne pas s'exposer à un danger imminent. Elanziz, on est sur Coésie, on se dit tout et on se pose les vraies questions. Il y a certaines personnes qui disent que ceux qui travaillent au service des étrangers, donc les salariés de la préfecture, sont aussi mahorais. Les mamans sont mahoraises. Et est-ce que c'est pas une manière déguisée de prolonger la fermeture de la préfecture au travers de cette grève qui serait en fait un soutien clairement défini au combat des mamans? Oui ou non? Déjà, quand on dit certaines personnes ou tout ça, donc moi je le prends tout simplement, c'est que Coésie s'interroge sur ça. Donc si vous vous intéressez... Non, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder les qu'il y a, effectivement, vous allez voir les questions qui se posent. Mais Patrick, peu importe, c'est la réponse qui compte. Hein. Donc moi je dirais que ces gens-là qui racontent un peu n'importe quoi, des ragots et tout ça, ne savent pas ce que c'est le force ouvrière. Ce qui nous anime, nous, dans le syndicat, c'est notre indépendance et notre liberté syndicale. On est libre. Et notre liberté, c'est une liberté de conscience. Et on n'est pas rattaché à des sectes ou à des idées religieuses, politiques et tout ça. On est complètement libre et indépendant. Donc on ne peut pas épouser des causes politiques, des causes religieuses, des causes qui ne sont pas dans l'intérêt des salariés. Donc ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est force ouvrière. Alors, on nous prend un exemple. Les barrages ont été levés. Le lendemain, vous m'avez vu militer où? Ça fait très longtemps que vous m'avez pas dit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc moi je suis sincère.
et je suis dans la franchise Oui. quand je parle aux gens. Hein. Donc, je suis un syndicaliste. Je représente une organisation syndicale qui s'appelle Force ouvrière. Et dans Force ouvrière, il y a l'indépendance et la liberté syndicale. Donc, ce que nous faisons d'habitude et quotidiennement, c'est protéger les salariés de Mayotte, les défendre, défendre leurs intérêts. Et notre intervention dans ce conflit-là, elle est que purement préventif, pour éviter à ce que les salariés, c'est-à-dire les agents, les fonctionnaires qui bossent au service des étrangers ne se trouvent pas en danger, qu'ils ne soient pas bousculés, qu'ils ne soient pas insultés, qu'ils ne s'exposent pas à ces violences-là. Parce que vous savez, la violence, c'est pas seulement pousser, bousculer, c'est aussi verbal. Hein. Donc, c'est vrai que psychologiquement, ça peut être très compliqué. Est-ce qu'on est payé pour s'exposer à des insultes, par exemple? Moi, je dis non. On n'est pas payé pour s'exposer à des insultes. On n'est pas les forces de l'ordre, nous. On est des simples fonctionnaires qui doivent travailler au service des étrangers. Donc, il faut arrêter de confondre tout et de mélanger tout. Nous, à Force ouvrière, on ne mélange pas la politique, la religion et le syndicat. On avait reçu sur ce plateau Ousseni de FO, du reste, si ma mémoire est bonne, qui expliquait comment c'était compliqué quand on travaille au service des étrangers. Jusque chez eux, les gens viennent taper à la porte dans leur vie privée. Et il nous expliquait clairement que c'était vraiment violent dans les mots et parfois même physiquement. Bah, écoutez, là aujourd'hui, on parle on parle le cas de droit de retrait. Oui. Mais vous savez pas à l'intérieur aussi les souffrances qu'endurent ces salariés-là. Hein. Vous savez pas dans quelles conditions aussi ils bossent. Ils ont quoi comme contrat? Est-ce que c'est des vacataires? Est-ce que c'est des fonctionnaires titulaires? Vous savez pas tout ça. Donc aujourd'hui, moi je tiens pas à rentrer trop dans les détails de toutes ces souffrances-là. Mais moi ce que j'exprime aujourd'hui, c'est cette souffrance-là dans le parcours qu'on fait depuis le domicile jusqu'au travail. C'est qu'il y a des souffrances là et qu'on peut éviter par un droit de retrait. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Lanziz. Ouais, nous n'oublions pas que pendant les 7 semaines de grève générale qui ont émaillé secoué l'actualité de ce début d'année, il y avait aussi un mouvement parallèle, c'était au bureau des étrangers. Il y avait un mouvement de grève qui passait un petit peu inaperçu, mais où on dénonçait les conditions de travail. Aujourd'hui, si les conditions d'un droit de retrait sont réunies, pourquoi ne pas relancer un droit de grève, enfin le droit de grève, simplement parce que rien n'a évolué et les conditions même se sont détériorées. J'appelle pas à la grève, bien évidemment, je pose la question. Pourquoi l'option du droit de retrait? Le problème, c'est qu'on ne peut pas mélanger le droit de retrait et le droit de grève. Aujourd'hui, on est dans la situation de droit de retrait. Donc ça, il ne faut pas le cacher. Il faut bien le mettre en lumière. Hein. Et après... Il y a danger pour les agents. Voilà. Il y a danger. Les agents n'arrivent pas à joindre leur lieu de travail. Donc cet aspect-là, il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas le cacher, il faut le montrer au pouvoir public. Et à ce moment-là, quand les pouvoirs publics vont demander pourquoi vous ne retournez pas travailler, à ce moment-là, on leur dira que, écoutez, les conditions de travail, hein, c'est maintenant, c'est pas demain. Donc on va discuter sur table les conditions de travail, c'est-à-dire se rendre au boulot, et comment aussi travailler au boulot. Hein. Donc ça ne suffit pas de se rendre au boulot, il faut, et encore faudrait-il qu'on ait les moyens de travailler de façon sereine et de façon vraiment normale au niveau du bureau des étrangers. Donc c'est ma deuxième question, excusez-moi Patrick, mais ça veut dire que le droit de retrait, s'il était exercé, puisque les conditions sont remplies selon vous, ce serait une première étape à peut-être, pourquoi pas, si ça n'évolue pas, à un mouvement de grève. C'est ça que ça veut dire ? En fait, ce que vous ne comprenez pas, que les deux actions ne peuvent pas être, ne peuvent pas se faire concomitant. Il va falloir que le droit de retrait soit exercé, et quand le droit de retrait, qu'on s'est mis d'accord comme quoi il n'y a pas de danger, tout ça, qu'on est retourné au travail, c'est à ce moment-là qu'on demandera à ce qu'il s'instaure un dialogue social entre l'employeur et les salariés. Et à ce moment-là, si ce dialogue-là n'est pas au beau fixe, on va envisager d'user le droit de grève. Mais on ne pourra pas aujourd'hui, comme ça, d'un coup de tête, dire que voilà, on fait grève. C'est pas comme ça comment ça se passe. Parce que on est dans la République, on n'est pas dans notre régime politique. Et Lanziz, vous êtes mahorais, vous connaissez la situation mieux que quiconque. Quel est votre sentiment personnel sur ce qui se passe, ce combat des mamans? Vous en pensez quoi, vous?
Ben, ce combat des mamas, c'est un combat tout à fait légitime. Hein. Ouais. Ils ont le droit de s'exprimer, comme nous, les syndicalistes, on a le droit de s'exprimer. On est dans la République, toutes les forces vives de la nation Regardez ont ces le droit. images derrière nous, voilà. Ces mamans qui dorment dans la rue, sur le trottoir, c'est incroyable. Voilà, donc toutes les forces vives de la nation ont le droit de s'exprimer, on a le droit à la parole. Hein. Donc aujourd'hui, moi je suis mal placé pour venir émettre un jugement de valeur quant à un mouvement pacifique qui a été initié par la société civile pour défendre les intérêts de la population de Mayotte. Ils sont en train de remettre en cause la politique étrangère de la France au niveau de l'océan Indien, c'est-à-dire au niveau de Mayotte et les Comores. Donc ils ont le droit de s'immiscer dans ces affaires-là parce que c'est eux le peuple et c'est eux qui sont concernés. Donc aujourd'hui, ce conflit-là doit être réglé par les personnes concernées, c'est-à-dire l'État et la population. Nous, les syndicalistes, nous, on est là pour veiller à ce que nos intérêts en tant que... C'est-à-dire ceux des salariés. Ceux des salariés ne soient pas lésés dans cette affaire-là. Elan Ziz, toujours dans le domaine syndical, on rentre dans la période des NAO, des négociations obligatoires annuelles. On a eu beaucoup de, j'insiste bien, beaucoup de retours comme quoi les NAO ne se passaient pas bien en ce moment, que les négociations n'aboutissaient pas, que ce soit dans le BTP, dans le monde de la distribution et dans d'autres secteurs d'activité également. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les NAO ne fonctionnent pas? On a le sentiment que les gens ne se comprennent pas, que ce soit employeurs, salariés, dans le cadre des NAO, on ne se comprend pas. Ben écoutez, moi ça ne m'étonne pas, dans un contexte de lutte des classes, c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. Parce que l'employeur, faisant partie d'une classe supérieure qui n'a pas envie que la classe ouvrière s'émancipe, va tout faire pour bloquer la progression. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que on est dans la République. On ne peut pas concevoir ce genre de comportement. On ne peut pas aussi laisser comme ça s'établir une lutte de classe qui ne peut qu'être dommageable pour le développement du département. Ça vous inquiète ces NAO qui se passent pas bien? Les NAO qui se passent pas bien, c'est qu'il y a une mauvaise volonté des patrons qui ne veulent pas admettre que le Code du travail... C'est que du côté des patrons, selon vous? Écoutez, le côté de patron, je vous donne un exemple. Donc, le Code du travail permet au comité d'entreprise de demander au patron de financer un expert indépendant pour voir les comptes de l'entreprise et voir même ce qui ne peut pas être communiqué aux salariés, parce qu'il y a des comptes qui ne peuvent pas être communiqués, mais ils peuvent être communiqués à un expert indépendant. Donc, dans ce cas précis, le Code du travail permet aux salariés, c'est-à-dire au comité d'entreprise, de demander au patron de financer. À la surprise générale de tout le monde, c'est que le patron refuse. Le patron n'aime pas qu'on lui demande ce genre de doléances. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est deux partis qui négocient. Il y en a un qui détient toutes les cartes et l'autre qui n'a rien du tout. Et qu'on lui raconte n'importe quoi, des conneries et des salades. Donc aujourd'hui, moi je ne peux pas mettre la responsabilité du côté des salariés à partir du moment où ils ne sont pas éclairés sur les comptes de l'entreprise et qu'on peut leur raconter n'importe quoi pour les faire justifier le fait que dans une NAO, on ne peut pas avoir d'augmentation de salaire. Donc ça, c'est inconcevable. C'est aussi insupportable pour un salarié qui vit dans une petite entreprise ou même dans une grande entreprise. Bien sûr. Samuel, pour conclure. Votre avis éclairé nous intéresse sur un autre sujet. Nous recevions hier sur le plateau le secrétaire départemental de la CFDT, Ousseini Balahachi, sur le sujet de la SMART. Quel regard portez-vous, quel sentiment avez-vous sur le placement en redressement judiciaire et ces 138 emplois qui sont directement menacés aujourd'hui à la SMART? Écoutez, la SMART, c'est un peu récurrent. Hein, toutes les 50... C'est la première fois qu'ils sont en redressement judiciaire, quand même. Non, Patrick, c'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs fois où la SMART a été en difficulté et la SMART a été aidée par le Conseil général et qui s'est remis sur selle. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si le Conseil général peut les aider ou pour sauver les emplois, parce que c'est 138 emplois. Quand même, voilà, ça va être vraiment la casse du siècle. Hein. Il va falloir que tout le monde prenne au sérieux ce problème-là et qu'on
on puisse éviter la liquidation judiciaire de la Smart, parce que c'est aussi une entreprise qui est tout à fait notable et tout à fait remarquable, qu'on ne peut pas voir disparaître comme ça du jour au lendemain du paysage du département. Donc moi, j'incite à tous ceux qui ont les finances, que ce soit le Conseil général, c'est-à-dire les pouvoirs publics ou le privé, de rejoindre la Smart et de pouvoir envisager la continuité de l'activité et qu'on puisse sauver la totalité des emplois qui sont menacés aujourd'hui. Merci beaucoup Elan Ziz d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.